Partie 6. Ce temps heureux, où je refis systématiquement les 150 parties du manuel, dura environ 3 mois. Là, parvenu au point mort, je me retrouvai brusquement à nouveau devant le néant. Car une partie jouée 20 ou 30 fois n'avait plus l'attrait de la nouveauté. Sa vertu était épuisée pour moi. Quel sens cela avait-il de répéter sans cesse les parties quand je savais chaque coup par cœur? L'ouverture déclenchait automatiquement les suivants, il n'y avait plus de surprise, plus d'émotion, plus de problème. Pour m'occuper, pour me rendre cet effort et ce divertissement dont je ne pouvais plus me passer, il eût fallu un second volume avec d'autres modèles. Comme c'était tout à fait exclu, il ne restait qu'une issue dans cette direction aberrante. Je devais inventer d'autres parties que j'essaierais de jouer avec moi-même, ou plutôt contre moi-même. Eh bien, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez réfléchi à l'état d'esprit où vous plonge ce roi des jeux, mais il suffit d'une seconde pour faire comprendre que, le hasard n'y ayant aucune part, c'est une absurdité de vouloir jouer contre soi-même. L'attrait du jeu d'échecs réside tout entier en ceci que deux cerveaux s'y affrontent, chacun avec sa tactique. L'intérêt de cette bataille intellectuelle vient de ce que les Noirs ne savent pas comment vont manœuvrer les Blancs et qu'ils cherchent sans cesse à deviner leurs intentions pour les contrecarrer, tandis que de leur côté, les Blancs essaient de percer à jour les secrètes intentions des Noirs et de les déjouer. Si donc les deux camps sont représentés par la même personne, la situation devient contradictoire. Comment un seul et même cerveau pourrait-il à la fois savoir et ne pas savoir quel but il se propose, et, en jouant avec les Blancs, oublier sur commande son intention et ses plans faits la minute précédente avec les Noirs? Un pareil dédoublement de la pensée suppose un dédoublement complet de la conscience, une capacité d'isoler à volonté certaines fonctions du cerveau comme s'il s'agissait d'un appareil mécanique. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que vouloir marcher sur son ombre. Eh bien, pour me résumer, pendant des semaines, c'est à cette absurdité, à cette chose impossible, que le désespoir me fit tendre pendant des mois. Mais je n'avais pas le choix pour échapper à la folie et à la totale décrépitude de mon esprit. Mon atroce situation m'obligeait à tenter ce dédoublement de mon esprit entre un moi blanc et un moi noir, si je ne voulais pas être écrasé par le néant horrible qui me cernait de toutes parts. Monsieur B se renversa sur sa chaise longue et ferma les yeux un instant. On eût dit qu'il chassait avec effort un souvenir importun. De nouveau, au coin gauche de sa bouche, reparut l'étrange crispation qu'il ne pouvait réprimer. Puis il se redressa et poursuivit. « Voilà, jusqu'ici j'espère que mon récit a été assez clair. Je ne sais malheureusement si la suite pourra l'être autant, car ma nouvelle occupation demandait une telle tension d'esprit qu'elle rendait tout contrôle sur moi-même impossible. Je vous ai déjà dit qu'à mon avis, vouloir jouer aux échecs contre soi-même est déjà une idée absurde. Mais j'aurais eu peut-être une chance minime de m'en sortir si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier qui m'eût permis, en quelque sorte, de prendre une certaine distance, de projeter les choses dans l'espace. Devant un vrai échiquier, avec de vraies pièces à déplacer, on peut donner un rythme à ses réflexions, se transporter physiquement d'un côté de la table à l'autre et considérer ainsi la situation tantôt du point de vue des Noirs, tantôt de celui des Blancs. Mais contraint que j'étais de livrer des combats contre moi-même, ou, si vous préférez, contre un moi que je projetais dans un espace imaginaire, il fallait que je me représente mentalement et que je retienne les positions successives des pièces, les possibilités ultérieures de chacun des partenaires et, si absurde que cela paraisse, que je vois toujours distinctement en esprit 2 ou 3, non plutôt 6, 8, 12 positions différentes, afin de calculer 4 ou 5 coups d'avance pour les blancs et les noirs que j'étais seul à représenter. Pour ce jeu mené dans un espace abstrait, imaginaire, pardonnez-moi de vous entraîner dans ces aberrations, mon cerveau se partageait, si je puis dire, en cerveau blanc et cerveau noir, pour y combiner à l'avance les 4 ou 5 coups qu'exigeait dans les deux camps la tactique. Et le plus dangereux de cette expérience abstruse n'était pas encore cette division de ma pensée à l'intérieur de moi-même, mais le fait que tout se passait en imagination. Je risquais ainsi de perdre pied brusquement et de glisser dans l'abîme.
Lorsque, auparavant, les semaines précédentes, je refaisais les parties célèbres du manuel, je n'exécutais qu'une copie, pure répétition d'un modèle donné, et l'exercice ne demandait pas plus de force que la mémorisation d'une pièce de vers ou d'un paragraphe du code. C'était une activité limitée, disciplinée, une gymnastique mentale remarquable. 2 parties le matin, de l'après-midi, je m'acquittais de cette sorte de pensum sans aucune excitation. Elle me tenait lieu d'occupation normale, et si je me trompais, si j'hésitais au cours d'une partie, le traité me prêtait son appui. Si cette activité m'avait été salutaire et plutôt apaisante, c'est que je n'y étais pas moi-même en jeu. Il m'était indifférent que la victoire revînt au noir plutôt qu'au blanc, et le plaisir que j'éprouvais par l'intelligence et la sensibilité était celui du spectateur, du connaisseur qui apprécie les péripéties du combat et sa beauté. Dès le moment où je cherchais à jouer contre moi-même, je me mis inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi, et chacun d'eux devenait avide et impatient en voulant gagner. La pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs. L'un des 2 adversaires qui était en moi triomphait et s'irritait à la fois quand l'autre commettait une erreur ou manquait d'astuce. Tout cela paraît dépourvu de sens et le serait en effet s'il s'agissait d'un homme normal vivant dans des conditions normales. Quelle histoire inimaginable qu'une schizophrénie aussi artificielle, quel inconcevable dédoublement de la personnalité. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à mon cadre habituel, que j'étais un captif innocent, tourmenté avec raffinement depuis des mois par la solitude, un homme en qui la colère s'était accumulée sans qu'il pût la décharger sur rien ni sur personne. Aucune diversion ne s'offrant, excepté ce jeu absurde contre moi-même, ma rage et mon désir de vengeance s'y déversèrent furieusement. Il y avait un homme en moi qui voulait à tout prix avoir raison, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à cet autre moi contre qui je jouais. Aussi ces parties d'échecs me causaient-elles une excitation presque maniaque. Au début, j'étais encore capable de jouer avec calme et réflexion, je faisais une pause entre les parties pour me détendre un peu. Mais bientôt, mes nerfs irrités ne me laissèrent plus de répit. À peine avais-je joué avec les blancs que les noirs se dressaient devant moi, frémissant. À peine une partie était-elle finie qu'une moitié de moi-même recommençait à défier l'autre, car je portais toujours en moi un vaincu qui réclamait sa revanche. Jamais je ne pourrais dire, même à peu près, combien de parties j'ai joué ainsi pendant les derniers mois dans ma cellule, poussé par mon insatiable égarement, peut-être 1000, peut-être davantage. J'étais possédé et je ne pouvais m'en défendre. Du matin au soir, je ne voyais que pion, tour, roi et fou, je n'avais en tête que A, B et C, que mat et roc. Tout mon être, toute ma sensibilité se concentrait sur les cases d'un échiquier imaginaire. La joie que j'avais à jouer était devenue un désir violent, le désir une contrainte, une manie, une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits. Je ne pensais plus qu'échecs, problèmes d'échecs, déplacement des pièces. Souvent, m'éveillant le front en sueur, je m'apercevais que j'avais continué à jouer en dormant. Si des figures humaines paraissaient dans mes rêves, elles se mouvaient uniquement à la manière de la tour du cavalier du fou. À l'audience aussi, je ne parvenais plus à me concentrer sur ce qui engageait ma responsabilité. J'ai l'impression de m'être exprimé assez obscurément les dernières fois que je comparus, car les juges se jetaient des regards étonnés. En réalité, tandis qu'ils menaient leur enquête et leur délibération, je n'attendais dans ma passion avide que le moment d'être reconduit dans ma cellule pour y reprendre mon jeu de fou. Une autre partie et encore une. Toute interruption me tourmentait dans mon impatience fébrile, jusqu'au quart d'heure pendant lequel le gardien balayait la chambre, jusqu'aux 2 minutes qu'il lui fallait pour m'apporter à manger. Parfois, mon repas était encore intact le soir dans son écuelle, car j'en oubliais de manger. Je n'avais qu'une soif effroyable, due sans doute à ce jeu fébrile et à ces perpétuelles réflexions. Je vidai ma bouteille d'un trait et suppliai le gardien de me rapporter de l'eau, mais l'instant d'après, ma bouche était déjà sèche. Pour finir, mon excitation atteignit un degré tel en jouant, je ne faisais absolument rien d'autre du matin au soir, que je ne pouvais plus rester assis 1 minute, arpentant ma chambre sans arrêt en réfléchissant à mes parties, toujours plus vite, d'un pas toujours plus pressé, de plus en plus excité à mesure que la fin de la partie approchait.
La passion de gagner, de vaincre, de me vaincre moi-même devenait peu à peu une sorte de fureur. Je tremblais d'impatience, car l'un des deux adversaires que j'abritais était toujours trop lent au gré de l'autre. Ils se harcelaient, et si ridicule que cela vous paraisse peut-être, je me houspillais moi-même. Plus vite, allons, allons, quand la riposte n'était pas assez prompte. Je sais aujourd'hui, bien entendu, que cet état d'esprit était déjà tout à fait pathologique. Je ne lui trouve pas d'autre nom que celui d'intoxication par le jeu d'échecs, qui n'est pas encore dans le vocabulaire médical. Cette monomanie finit par m'empoisonner le corps autant que l'esprit. Je maigris, mon sommeil devint agité, intermittent. Au réveil, mes paupières étaient de plomb, je les ouvrais à grand-peine. J'étais devenu si faible, mes mains tremblaient tellement que je ne portais un verre à mes lèvres qu'au prix d'un gros effort. Mais sitôt une partie commencée, j'étais galvanisé par une force sauvage. J'allais et venais, les poings fermés, et j'entendais souvent, comme à travers un brouillard rougeâtre, ma propre voix me crier sur un ton rauque et méchant « échec ou mat ». Je ne puis moi-même vous dire comment, dans cet état affreux, indescriptible, se produisit la crise. Je sais seulement que je me réveillai un beau matin d'une autre manière que d'habitude. Mon corps était comme délivré de moi-même, il se prélassait, mollement étendu dans un agréable confort. Une bonne grosse fatigue, telle que je n'en avais pas connue depuis des mois, appesantissait mes paupières, me donnant un si grand sentiment de bien-être que je ne pus décider à ouvrir les yeux tout de suite. Pendant quelques minutes, je demeurai ainsi, jouissant de ma torpeur, de la tiédeur de mon lit, avec une voluptueuse langueur. Tout à coup, il me sembla entendre des voix derrière moi, des voix humaines, chaudes et vivantes, qui prononçaient des mots tranquilles, et vous ne pouvez vous imaginer mon ravissement, à moi, qui n'avais depuis presque un an rien entendu d'autre que les dures et méchantes paroles de mes juges. « Tu rêves, me dis-je, tu rêves, surtout n'ouvre pas les yeux, prolonge ton rêve, plutôt que de voir encore cette cellule maudite, la chaise, la cuvette, la table et l'éternel dessin du papier au mur, tu rêves, continue à rêver. » Mais la curiosité l'emporta. Lentement, prudemment, j'ouvris les yeux. Ô merveille! Je me trouvais dans une autre chambre, une chambre plus spacieuse que ma cellule de l'hôtel. La lumière entrait librement par une fenêtre sans barreaux. Au-delà, je voyais des arbres verts où courait le vent, au lieu de mon sinistre mur coupe-feu. Les parois de la chambre étaient blanches et brillantes, blanc aussi le plafond qui s'élevait au-dessus de moi. Oui, vraiment, j'étais dans un autre lit, un lit que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un rêve, des voix humaines parlaient doucement derrière moi. Ma découverte dut m'agiter violemment, tant j'étais stupéfait, car j'entendis des pas s'approcher aussitôt. Une femme venait vers moi, la démarche légère, une femme qui portait une coiffe blanche, une infirmière. Je frissonnai, ravi, je n'avais pas vu de femme depuis un an. Sans doute regardai-je cette gracieuse apparition avec des yeux extasiés et brûlants, car elle me dit avec force et douceur « Restez tranquille, bien tranquille. » Je n'écoutais que le son de sa voix. N'était-ce pas celle d'une créature humaine? Il y avait donc encore sur la terre des gens qui n'étaient pas des juges, des tortionnaires. Il y avait, ô miracle, cette femme à la voix moelleuse et chaude, presque tendre. Je fixai avidement la bouche qui venait de me parler avec bonté, car cette année infernale m'avait fait oublier que la bonté pût exister entre les hommes. Elle me sourit, oui, elle souriait. Il y avait donc encore des gens qui souriaient en ce monde. Puis elle mit un doigt sur ses lèvres et s'éloigna sans bruit. Mais comment eussé-je pu lui obéir? Je n'avais pas encore rassasié mes yeux de ce prodige. Je fis au contraire des efforts énergiques pour m'asseoir dans mon lit et pour la suivre des yeux, pour contempler encore cette créature miraculeuse et bienveillante. Je voulais m'aider de mes mains, je n'y parvins pas. Ce qui était la droite avait disparu tout entier jusqu'au poignet dans une sorte de gros paquet bizarre, blanc, un pansement apparemment. Je le considérai d'abord ahuri, puis je commençai lentement à comprendre où j'étais et à réfléchir à ce qui pouvait bien m'être arrivé. On m'avait blessé sans doute, ou bien je m'étais blessé moi-même à la main, et je me trouvais dans un hôpital. L'après-midi, j'eus la visite du docteur. C'était un aimable vieux monsieur. Mon nom ne lui était pas inconnu, et il parla avec tant de respect de mon oncle, le médecin de l'empereur, que je sentis tout de suite qu'il me voulait du bien. Au cours de la conversation, il me posa toutes sortes de questions, dont l'une, entre autres, me surprit. Il me demanda si j'étais mathématicien ou chimiste, je lui dis que non. « Curieux, murmura-t-il,
Vous prononciez de si étranges formules dans vos délires. C3, C4, personne de nous n'y comprenait rien. Je m'enquis de ce qui m'était arrivé, il sourit bizarrement. Rien de grave, une violente crise de nerfs. Et il ajouta tout bas, après avoir jeté un regard circonspect autour de lui, très compréhensible d'ailleurs, depuis le 13 mars, n'est-ce pas? Je fis oui de la tête. Pas étonnant avec cette méthode, grommela-t-il. Vous n'êtes pas le premier, mais ne vous inquiétez pas. À la manière apaisante dont il me glissait ces mots et dont il me regardait, je sus que j'étais en bonne main.